bienvenue dans le trio économique qui aujourd'hui est un quatuor avec un de vos préférés, Pierre Desrochers. Pour nous, c'est une journée où on se met les pieds sur le pouf. Professeur Pierre nous a préparé une diapositive de 250 pages et on écoute attentivement le cours de Professeur Pierre. Il y en a juste 69, je crois. Quand même, faut, il a fait un effort d'abréviation. La version originale est à peu près 500. Fait que... OK, donc, en fait, c'est ça, Pierre, tu m'avais écrit il y a quelques semaines, je pense, par rapport à ça. C'est qu'on avait parlé, entre autres, je pense, avec Simon Rochelot de voitures électriques, puis un peu plus dans l'actualité, là, dans le fond, des constructeurs qui commencent à se retirer. On a vu Ford qui a annoncé qu'au départ, il devait faire des Ford Lightning, donc des pick-up électriques dans son usine en Ontario. Finalement, ils vont faire des Super Duty. En fait, tout est en train de tomber à l'eau dans ce point de vue-là. Puis tu me dis, il manque un peu de perspective historique là, dans la plupart des journaux puis des médias. Puis on parle un peu de l'actualité de l'électrique, mais on ne parle pas de où ça vient, de comment ça a commencé. Puis tu me dis, j'ai beaucoup d'informations là-dessus. Fait que je suis pris pour acquis que ça allait intéresser les auditeurs qui sont assez friands de ce sujet-là en général, parce que veut pas, le politique a envie de jouer avec notre vie, avec ça, en nous forçant à acquérir des voitures électriques, notamment. Fait que, je sais pas. Moi, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est d'illustrer les mécanismes de marché. Parce que, je prétends pas être un gars de char. Là, si vous me posez, comme tu disais, pose-moi des questions sur les voitures électriques les 10 dernières années. J'ai jamais eu l'intention d'en acheter. J'ai jamais fait de recherche. J'ai toujours pris pour acquis que ça allait s'effoirer après avoir coûté des milliards aux consommateurs. Mais dans le cadre d'un de mes cours, j'essaie de faire deux choses, en fait. Là. Je vais vous dire mon plan machiavélique ici, là, puis c'est même pas dans le Patreon. Là. Ça part bien. Ça part bien, tu vois. Je veux, si tu veux, ressusciter un véritable environnementalisme. Et ce que je veux dire par ça, c'est que je m'intéresse aux forêts, aux arbres, aux mines, tandis que, selon moi, le mouvement environnementaliste contemporain, maintenant, c'est rendu une religion anti-hydrocarbures. Et pour eux, l'environnement, c'est simplement les émissions à effet de serre. Fait que si on coupe des arbres pour planter du maïs pour faire de l'éthanol, ça ne les dérange pas. Si on construit des éoliennes près des côtes du Massachusetts puis qu'on tue des baleines, ça ne les intéresse plus. Si on doit construire des lignes haute tension qui, encore une fois, défigurent les paysages, ça ne les dérange pas non plus. Fait que ce que j'essaie d'illustrer dans mes cours, c'est deux choses. De un, que l'environnement, ça devrait être plus que des émissions de gaz à effet de serre. Et puis qu'en même temps, les mécanismes de marché, ce n'est pas nécessairement un complot. Peut-être que nos ancêtres ont délaissé la voiture électrique parce qu'elle avait trop de défauts, puis ça créait beaucoup trop de problèmes par rapport aux alternatives. Donc, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que justement, la voiture électrique, dans le fond, c'est la voiture de l'avenir depuis plus d'un siècle parce que ça a arrêté d'être compétitif vers environ 1910. Puis, à chaque fois, tu as des politiciens qui essayent de ramener la chose. Dans le fond, la voiture électrique, c'est un peu le phénix du monde automobile. Là. Ça ne veut jamais mourir, ça renaît toujours de ses cendres. Mais là, tu dis que les premières voitures électriques qu'on a déjà vues sont de 1910 ou la première non, mort de la voiture électrique? On va commencer la présentation. C'est beaucoup plus vieux que ça, les voitures électriques. Je dis que ça a arrêté d'être compétitif dans une économie de marché autour de 1910. Fait que je ne sais pas si... Non, mais juste ce statement-là, c'est magique. Je veux dire, 99% des journalistes viennent d'apprendre quelque chose s'ils sont tombés sur le podcast. Bon, alors... parce que le cliché là, qui est répété tout le temps, c'est la voiture électrique est l'alternative depuis toujours. C'était caché par les pétrolières qui en ont empêché l'émergence. Et on va y venir aussi, j'ai des images. OK, c'est bon. J'anticipe les commentaires. Là. Voilà. OK, parfait. Donc, Yann, alors, je te laisse amener la... Alors, Yann est en charge aujourd'hui, je crois. Ouais, bon, c'est ça, justement. Alors, encore une fois, je ne sais pas, je veux pas... j'ai un peu de misère à savoir ce que votre auditoire connaît du sujet, donc je m'excuse à l'avance auprès de certains maniaques de char qui apprendront peut-être pas grand-chose, là, mais j'ai essayé de faire ça quand même assez général. Donc, en gros, la voiture électrique a près de 2 siècles. En fait, les premiers prototypes, ça date d'environ 1840. Là, je parle de prototypes, là, je ne parle pas de voiture commerciale. 1840, OK. 1840. Là, tu vois, tu as une petite image à droite. Là. Mais on parle de prototypes. Là. On parle de gens dans leur garage, littéralement. Là,
Mais c'est ça, ça a arrêté d'être compétitif vers à peu près 1910-1914, mais ça ne veut jamais disparaître pour des raisons qu'on va discuter que je vais vous présenter pendant la présentation. Donc, les deux questions, en fait, c'est pourquoi est-ce que la voiture électrique s'est plantée, pourquoi est-ce que ça revient puis ça ne dure jamais. Et est-ce que les problèmes fondamentaux ont changé ou est-ce que, dans le fond, c'est comme une pièce de Shakespeare, en fait. Une pièce de Shakespeare, ça a été refait dans des films de samouraï par Akira Kurosawa, dans des cartoons avec The Lion King, tu as des films de science-fiction qui sont basés sur Shakespeare. Donc, tu vois que les technologies changent, les choses avancent, mais l'histoire reste la même. Puis, dans le fond, ce que j'essaie d'illustrer aujourd'hui, c'est que c'est ça, en gros, l'histoire de la voiture électrique. Oui, les technologies s'améliorent un peu, mais il y a tellement d'avancées avec les voitures, les moteurs conventionnels ou les moteurs à essence que finalement, c'est jamais compétitif. Donc, si on peut continuer. Ben, ça, c'est l'affaire la plus curieuse dans toutes ces histoires-là de voitures électriques, dans le sens que on nous présente ça comme une nouvelle technologie, mais je veux dire, le moteur électrique, c'est utilisé depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis c'est un moteur qui est aussi extrêmement simple. Oui, et qui est très efficace. Le problème, ça n'a jamais été le moteur, ça a toujours été la batterie. Là, c'est ça. Exactement. Donc, on retourne aux images. Pierre, tu veux sûrement que j'aille à la suivante? Oui, à l'image suivante. Bon, je me disais au début, ça serait... Oui, c'est ça. Donc, évidemment, il y a plusieurs... et aujourd'hui, je me limite surtout à la toute batterie. Là, encore une fois, je prends pour acquis que votre auditoire connaît la différence entre une voiture hybride puis une voiture toute électrique. Mais j'ai des images dans ma présentation détaillée de voitures hybrides en 1905. Là. Donc, ça aussi, c'est vieux. Là, mais c'est pas mon sujet aujourd'hui. OK, donc juste pour les gens qui sont à l'audio, ce qu'on voit présentement. Donc, tu peux expliquer un petit peu le schéma qu'on voit. Oui, enfin, quand on dit la voiture électrique aujourd'hui, on parle surtout à cause d'Elon Musk et de ce qui a suivi par la suite de la toute électrique. Donc, tu as une batterie, tu as un moteur électrique, en gros, c'est ça ta voiture. Une voiture hybride, tu as un moteur à essence, tu ajoutes à ça, une batterie, des circuits électriques et puis tout ça. Mais aujourd'hui, je me concentre vraiment sur la voiture toute électrique. J'ai laissé les hybrides de côté. Encore une fois, je suis géographe, je ne suis pas ingénieur, je me limite aux trucs de base et aux trucs les plus simples. Mais vraiment, quand je parle de voiture électrique aujourd'hui, là, c'est la toute électrique. Là. Je parle pas, il n'y a pas de moteur à essence supplémentaire là-dedans. Parfait. Donc, suivant. Oui. Alors là, je commence. Pourquoi est-ce qu'on a développé des voitures pour commencer? Alors, pour ceux qui ne voient pas les images, c'est pour vous donner une impression de la vie lorsque les villes américaines et européennes étaient remplies de chevaux. Et ce que tu as au 19e siècle, c'est un problème que tu n'avais pas auparavant parce que historiquement, tu avais de la misère à nourrir les populations humaines, tu avais des famines régulièrement. Fait que les chevaux, il n'y en avait comme pas tant que ça. Pour ceux qui se rappellent l'histoire du petit Jésus, là, Marie puis Joseph, il y avait un âne, il n'y avait pas un cheval. Oui. Et ce que tu voyais beaucoup dans le passé, c'est seulement les gens très riches qui avaient des chevaux, surtout les aristocrates, les militaires, les chevaux pour la guerre. Les chevaux de trait, il y en avait, mais pas tant que ça, parce que c'est comme un gros camion qui carburait au super. Un gros cheval, il faut que tu lui donnes de la bouffe de qualité puis en grande quantité. Puis, paradoxalement, avant l'invention du chemin de fer puis du navire à vapeur, c'est très difficile d'amener de la bouffe dans les villes. Donc, tu n'as pas tant de chevaux que ça. Mais ce qui arrive au 19e siècle, c'est que justement, avec le chemin de fer, avec le navire à vapeur, tu peux faire venir des fourrages, tu peux faire venir de la bouffe pour chevaux d'Amérique du Nord, d'Argentine, d'Australie. Et le nombre et la taille des chevaux augmentent beaucoup au 19e siècle. Et le problème que tu as, évidemment, avec les trains, c'est toujours le dernier mille, le dernier kilomètre ou tout ça. Donc, paradoxalement, dans certaines villes, les compagnies qui sont propriétaires du plus grand nombre de chevaux sont souvent les compagnies de chemin de fer. Pourquoi? Parce que, justement, ils ne peuvent pas livrer à destination finale. Donc, tout ça pour dire que la situation des chevaux au 19e siècle dans les villes des pays développés est pire que ce qu'elle n'a jamais été par le passé. Puis un autre problème qu'ils ont, c'est qu'avant ça, vu que la bouffe devait être produite à proximité des villes, tu avais toujours une demande pour le crottin de cheval. Mais au 19e siècle, c'est pas juste de la bouffe pour les chevaux que tu amènes dans les villes, c'est aussi de la bouffe pour les humains. Fait que l'agriculture locale commence à disparaître, puis là, les quantités de fumier de chevaux s'accumulent. Puis la situation est tellement... Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, le premier congrès d'urbanisme mondial a eu lieu à New York en 1898. Ça devait durer quelque chose comme 4 ou 5 jours. Ils ont arrêté la deuxième journée parce qu'ils se disaient,
écoute, on ne peut pas contrôler les chevaux, le fumier s'accumule, on ne sait plus quoi faire. Dès que tu as un terrain vague à New York, tu as peut-être 30 pieds de fumier sur ce terrain-là. Donc, je disais, les villes, il n'y a rien à faire, il faut en sortir. Donc, ça explique justement la nature du problème. Pourquoi est-ce que les gens se sont cassés la tête pour inventer ce qu'ils vont appeler en anglais un horseless carriage. Donc, si on peut passer à l'image suivante. Mais cette remise en contexte-là est fantastique. Parce que là, tu te dis, mais on a développé l'automobile juste pour être plus performant, parce qu'on était rendu là, mais finalement, tu te dis, non, on fallait résoudre un problème qui était réel. Il y avait de la marde de cheval dans les chemins. Puis de l'urine. Puis j'ai ma petite statistique ici. Là, donc, un gros cheval dans une ville au 19e siècle, ça produit entre 15 à 35 livres de fumier par jour. Ça, c'est 7 à 5 kg pour les petits-enfants. Là, et 2 gallons ou 7,5 litres d'urine par jour. Là, c'est ça. Écoute, Pierre, il y a eu des enjeux municipaux, notamment dans la ville de Québec, dus aux amas de merde que les chevaux des calèches de touristes laissaient. Ils ont fait des réglementations pour obliger à avoir un espèce de support qu'ils ramassent en dessous. Puis là, on parle de quoi? 5-6 chevaux qui se promenaient dans le Vieux-Québec. Ouais. Donc, imagine à une époque où il y a ça, mais à la grandeur de la ville. Puis, vous avez dit ça par rapport, mais juste dans la scène avec les Jeux olympiques, on disait qu'on a vacciné beaucoup de nageurs. Puis c'est peut-être une légende urbaine, mais je pense que j'ai cru comprendre. On a vacciné des nageurs pour des maladies liées au pipi de rat qu'il y avait dans Paris, autrement dit. Ça, j'ai pas de misère à le croire. C'est une légende urbaine plausible, tant qu'à moi. Les légendes sont toujours un fond de vérité. C'est ça qui en fait une légende, là, pas un conte. Mais c'est fou pareil quand tu arrives, tu te dis, OK, attends un peu, il y a des déversements de pipi, de rongeurs qui fait en sorte que ça devient même problématique pour les humains qui se baigneraient dans un cours d'eau. J'ai pas de misère à penser que ça devait être dégueulasse en sacrament à la fin des années 1800, ces affaires-là. Pense à la quantité de mouches. Les villes étaient couvertes de mouches à l'époque parce que tu as des hôtels dans les villes, des hôtels pour chevaux qui sont genre 5 ou 6 étages là, en termes de hauteur. Puis imagine-toi la quantité de chevaux concentrés là-dedans. Je sais pas de quoi ça a l'air dans le Vieux-Québec, là, mais à Montréal-Vincent, tu sais, pas loin de l'ETS, c'est là qu'ils mettent les chevaux pour le Vieux-Montréal. Puis j'ai été une fois dans ma vie à l'ETS de présenter un papier, puis en sortant, j'ai OK. En tout cas, peut-être le vent ces jours-là. En tout cas. Oui, ça ici, c'est juste parce que c'est une autre chose que les gens ne réalisent pas avec les chevaux, c'est que c'est pas juste qu'ils font leurs besoins, mais un cheval, c'est souvent malade, surtout dans un milieu comme ça. Il y a toutes sortes de problèmes. Ici, tu as eu une grande épidémie qui a tué la plupart des chevaux en Amérique du Nord en 1872. Et je le mentionne parce que ça a commencé à Toronto, en fait à Markham. L'image est sans doute trop petite, là, mais la grande épidémie qui a tué beaucoup de chevaux en 1872 en Amérique du Nord a mis Toronto sur la map, en tout cas Markham. L'image que vous voyez en haut à droite, c'est que Boston a brûlé en partie à cause de ça, parce que les camions de pompiers à l'époque, évidemment, c'était tiré par des chevaux. Fait que les chevaux sont malades ou sont morts, ils ne sont pas disponibles, il fallait que les camions de pompiers soient tirés par des êtres humains, ils n'arrivaient pas à temps pour éteindre les feux, puis en tout cas, ça a été un gros paquet de problèmes. Mais tu avais aussi d'autres problèmes avec les chevaux, c'est que, bon, nous, les humains, on pense qu'on a fait du road rage à un moment donné, mais ça a l'air qu'un cheval, tu le fais travailler dans une journée dans une ville, à un moment donné, je vous avais parlé de l'histoire de l'économie circulaire, un gars que j'ai découvert au 19e siècle, Peter Lynn Simmons. Lui, c'est comme ça qu'il est mort. Il y a un cheval qui en avait assez une journée, là, qui est parti en cavale, puis qui est passé dessus. Là. Fait que, c'est comme ça qu'il est décédé. Puis une autre chose que les gens ne réalisent pas souvent avec les chevaux, c'est qu'un cheval avec un attelage en arrière, c'est souvent plus gros qu'un camion. Tu parlais de ce qu'ils vont faire ici à Oakville, là. Ce qui est arrivé à Oakville, c'est que les usines du Kentucky et de l'Ohio ne fournissent plus. Là. Les gens ne veulent pas acheter de voitures électriques, mais ils achètent des gros pick-up. Ils ont amené une partie de la production ici en Ontario parce qu'ils ne fournissent pas à demande aux États-Unis des pick-up qui sont entièrement à l'essence. Mais un cheval avec un carrosse en arrière ou quelque chose, c'est encore plus gros qu'un gros pick-up. Fait qu'essaye de stationner ça aussi. Puis en tout cas, bon, c'est ça, c'est dangereux. Puis évidemment, il fallait les nourrir. Donc, comme je vous l'ai déjà mentionné, quelque chose comme 20-25% des surfaces agricoles en Amérique du Nord, c'est soit de la litière, soit des fourrages, de la litière ou de l'avoine, ou ce genre de choses-là. Fait que, en tout cas, toutes sortes de maladies. Puis un cheval, il faut que ça se repose aussi. Puis un cheval, c'est un cheval vapeur. La notion du cheval vapeur, ça vient de James Watt qui essayait d'expliquer la puissance de sa machine aux gens qui travaillaient dans les mines. Puis à l'époque, ce que tu avais dans les mines souvent, c'était des chevaux qui soit tiraient quelque chose, ou sinon tu avais une courroie qui faisait monter le charbon, puis tu avais un cheval qui tirait ça, fait qu'il disait, bon, moi, ma machine fait le travail de tant de chevaux. Puis c'est comme ça que la notion de cheval vapeur est venue. En tout cas, voilà.
Ah, mais c'est important. C'est important, les contextes historiques. Je trouve Ouais, c'est que très important. ce que tu viens de faire là, mes fils n'ont jamais entendu ça dans leur cours d'histoire. Non, Puis, puis c'est comme si on réalisait pas que. Parce que c'est souvent comment c'est présenté par la culture de la voiture, puis tout ça. C'est comme si à un moment donné, les humains avaient comme ex nihilo, comme ça, décidé d'inventer ces machines-là par hubris, par, je sais pas, amour de la Par consommation. pétro-masculinisme. là, Ouais, c'est- par pétro-masculinisme. Là, tu te dis, mais c'est parce que non, ça originait vraiment d'un réel problème de salubrité, allocation de ressources, maladie, tu sais, déplacement. T'as même l'histoire des incendies à Boston est quand même assez marquant pour ça. Là. Ouais. Donc, c'est ça. À l'époque, il n'y a personne qui veut sauver les chevaux dans les villes. Là. C'est une annonce que j'ai trouvée ici. Disband with a horse and save the expense, care and anxiety of keeping it. Donc, c'est ça. Il faut inventer un carrosse sans cheval. Bon, c'est juste que la première phrase que j'aimais ici. Là, fait que je voudrais quand même commencer au commencement, à l'image suivante. Bon, le fardier à vapeur de Cugnot, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc, c'est reconnu comme la première machine à vapeur qui peut ressembler à un camion. Dans ce cas-là, ce que Cugnot veut faire, c'est que les chevaux, ces champs de bataille, pour tirer des canons, c'est souvent un problème. D'abord, un cheval, c'est pas si fort, puis il faut croire que ça n'aime pas ça se faire tirer dessus non plus. Fait que Cugnot, ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre c'est une machine à vapeur qui est plus ancienne que la machine à vapeur de Watt, mais si vous regardez la forme de la chose, ça a été dessiné ou ça a été conçu pour tirer des canons. Fait que ça roulait genre à 6 ou 7 km à l'heure, mais on ne peut pas le blâmer, le gars commençait. Il n'a pas pensé à mettre des freins sur sa machine. C'est pour ça qu'il est rentré dans le mur. C'est pour commencer. Quand même prêt. C'est ça. C'est bon. Une On va image passer à la suivante. suivante. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on connaît des changements techniques aujourd'hui à une vitesse que nos ancêtres n'ont jamais connue. C'est un truc que j'aime bien ici. C'est la même rue à New York, la 5e avenue, en 1900, à gauche, où vous voyez les chevaux, les calèches, les carrosses. Puis à droite, où les chevaux sont disparus. C'est des camions, c'est des voitures. 13 années. 13 années. C'est court? C'est cool. Fait que ça prouve, selon moi, que c'est pas tant un complot des grandes pétrolières que la voiture répondait à un véritable besoin. Puis les gens voyaient l'avantage tout de suite. Puis voilà. On trouve que les réseaux sociaux sont apparus vite, puis Ouais. finalement, non. Les changements, les révolutions industrielles, les changements technologiques qu'on a vécu au début des années 1900 étaient rapides aussi. Ouais, quand les technologies sont une avancée véritable par rapport à ce qui existait, en règle générale, les gens n'ont pas besoin de subventions pour changer de foi. J'aurais dû dire tout ça, c'est fait sans subvention. Voilà. Voici la parole de Dieu, les amis. C'est ça. Ça, c'est la phrase la plus importante que vous allez avoir entendue aujourd'hui. Voilà. Quand le changement vaut la peine, pas besoin de subvention. Voilà, exactement. Ça, ici, c'est juste que j'aime ça. Là. Le magazine le plus populaire à l'époque sur les voitures s'appelle The Horseless Age. C'est juste pour ça que je l'ai mis. Là. Tu vois encore la mentalité des gens. Là. Mais tu trouves ça où, toutes ces affaires-là, Pierre? Il y a des chercheurs. Écoute, comme je vous dis, je suis pas un... je prétends pas, je suis sûrement pas un gars de char, mais pour les Français qui m'écoutent, j'ai quand même été 2 fois dans ma vie à la Cité de l'Automobile, à Mulhouse, là, qui est le plus grand musée d'histoire automobile en France. J'ai fait à peu près tous les musées en Amérique du Nord. Écoute, j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a une vingtaine d'années, puis dans mon cours de politique énergétique. Et le problème que j'ai eu au fil des années, c'est que les manuels scolaires sont devenus vraiment intolérables, selon moi, en géographie. Fait que j'ai tout scrappé mes manuels, puis j'ai créé mon propre matériel, parce que c'est tout... c'est ça à quoi vous pouvez vous attendre. Fait que quand j'ai du temps, je fais mes recherches, puis... heureusement, il y a plusieurs historiens amateurs sur le web qui mettent toutes sortes de choses. C'est beaucoup plus facile depuis quelques années que ça pouvait l'être quand j'ai commencé il y a 20 ans. Good. On s'en va à la suivante. Non. Alors, saviez-vous qu'en 1900, aux États-Unis, 38% des automobiles étaient électriques, 40% étaient à la vapeur et 22% seulement étaient à l'essence. Non, et tu vois souvent... ça.
Voilà. Mais c'est ça. Fait que tu vois ça. Donc, l'idée ici étant qu'on a déjà été électrique, on peut revenir électrique. Et c'est là que, règle générale, ça ne va pas tellement plus loin, les gens qui parlent de ça. Fait que je voulais introduire quelques nuances aujourd'hui. On va revenir sur ces statistiques-là. Ça devait pas être une batterie très performante, on s'entend, en 1900? Non, mais l'idée, c'est qu'il faut que tu comprennes le contexte de l'époque puis les alternatives qu'il y avait, encore une fois, compétition, technologie, problèmes moins importants, avancés. On va tout y venir. Fait que le gros chargeur à batterie Tesla que tu mettais dans ton garage, finalement. Ouais. Ben, c'est ça. Qui avait les moyens d'avoir une auto électrique et qui pouvait avoir ça dans son garage? Et c'est là qu'on y vient, justement. Bon, alors ça, c'est le meilleur vendeur en termes d'automobile aux États-Unis entre 1899 et 1901. C'est une Stanley Locomobile. Et Stanley sont à Watertown, c'est près de Boston. Là. À l'époque, tu as des centaines de compagnies qui fabriquent des automobiles, parce que, bon, tu as deux genres de compagnies qui se lancent dans l'automobile à l'époque, c'est les fabricants de carrosses, de calèches, et les fabricants de bicyclettes. Bon, on voit vraiment l'inspiration est un hybride entre une calèche et une bicyclette. Exactement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au 19e siècle, les gens ont l'habitude de la machine à vapeur. Tu as des machines à vapeur partout. Les campagnes ne sont pas électrifiées. En ville, ça commence, mais c'est quand même pas tant que ça. Fait que la voiture à vapeur, à l'époque, bon, c'est un moteur à combustion externe. En gros, pensez au Titanic ou d'autres choses. Il faut que tu fasses chauffer ton charbon fait chauffer l'eau. L'eau se transforme en vapeur, puis ça active ton moteur. En gros, c'est le même principe pour une voiture à vapeur, sauf qu'évidemment, ils utilisent du kérosène ou du propane. Et bon, tu as certains problèmes qui sont associés à ça. Donc, si je peux... ça peut être assez dangereux, probablement. Ben, c'est ça, exactement. Donc, Stanley a fait faillite en 1924, donc c'est un des derniers modèles qu'ils ont produit. Mais en termes d'avantages, c'est que c'est ça. Apparemment, avec 15 gallons d'eau puis 15 gallons de kérosène, tu peux faire 1500 000 en termes d'autonomie. Donc, l'autonomie n'est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est lent à partir. Je parlais du Titanic. Titanic, il fallait qu'il parte les fournaises 24 heures avant que le bateau sorte du port parce qu'il fallait générer assez de chaleur pour avoir de la vapeur pour que le Titanic puisse bouger. Les autos à vapeur, c'est à peu près 20 minutes. Donc, il faut que tu partes ton auto, tu attends 20 minutes pour que l'eau chauffe et puis que tu puisses créer de la vapeur. Mais le problème que tu as avec ça, c'est que l'arrêter, c'est pas évident non plus. Puis si tu fais un départ-arrêt, si tu vas faire des commissions au dépanneur puis tu veux revenir, tu ne veux pas vraiment arrêter ton moteur. Fait que c'est quand même un problème. Évidemment, ça risque d'exploser souvent, donc c'est reconnu comme étant très dangereux. Et vu que les alternatives auxquelles on va venir, électrique et essence, sont quand même relativement petites, les producteurs de voitures à vapeur n'ont pas vraiment le choix d'essayer de réduire la taille de leur brûleur et de la quantité d'eau que tu contiens. Fait en termes d'autonomie, c'est pas énorme. Tu peux pas... si tu as des gros réservoirs, tu peux aller loin, mais au fur et à mesure que tu dois essayer d'avoir des modèles comparables aux autres, ils perdent en matière d'autonomie. Donc, c'est dangereux, puis il faut vraiment que tu saches ce que tu fais avec ça. Parce qu'au niveau de l'automobile, ça a toujours été la même difficulté, la transportabilité de ton énergie. Exactement. C'est ça qui est la difficulté. Comme tu n'es pas plugué directement comme un tramway sur une ligne de courant direct, voilà. Ben, tu dois transporter ta propre énergie pour alimenter ton moteur. Exactement. OK, bon, là, on arrive à la voiture électrique. Un autre truc que j'ai trouvé sur le web, donc si je vais traduire rapidement. Donc, la première voiture électrique commercialement viable est mise en marché aux États-Unis en 1890. Et en 1900, les voitures électriques sont tellement populaires qu'il y avait une flotte de voitures électriques à New York, mais il y avait également un réseau de taxis qui fonctionnait à l'électricité. Donc, et puis là, ensuite, tu vois la petite nuance, et c'est là-dessus que je vais élaborer. Ces voitures électriques ne sont pas seulement un status symbol, mais elles sont aussi... responsable du tiers des déplacements, en gros, dans les villes d'Amérique. Donc, si on peut aller à l'image suivante. Alors, bon, ça, c'est une Columbia Electric là, de 1899. Encore là, tu vois la calèche, là, puis tu vois le siège en arrière. C'est peut-être... Tu as encore plusieurs voitures électriques où tu as un chauffeur. Ouais. C'est comme, donc, c'est comme un conducteur de calèche, mais c'est un conducteur de voiture. Comme s'il y avait les rênes avec les chevaux en avant encore. Exactement. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les voitures électriques? Bien, pour des raisons, bon, je peux peut-être le mentionner maintenant. Le problème avec la voiture électrique, c'est que ça a toujours été beaucoup plus cher que les alternatives, beaucoup plus cher que les voitures à vapeur puis les voitures à essence. Donc, dès le début,
c'est... en fait, en 1900, la voiture, en général, est un bien de luxe. Là. Il n'y a pas de personne qui a un moyen de se payer ça. Là. Pensez, je ne sais pas moi, une Ferrari aujourd'hui ou quelque chose. Là, c'est... Ou, bon, les gens, bon, mettons, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mettons, qui est prêt à payer 100 000 pour une voiture? Là? Puis encore là, je suis généreux. Là. Avant la Ford Model T, là, la voiture est vraiment un bien de luxe. Et la voiture électrique, vu qu'elle est plus coûteuse que les autres, bien, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent les gens particulièrement riches. Donc, la Baker électrique, en gros, là, à gauche, The Aristocrats of Martyrdom, à droite, la voiture silencieuse. Si tu veux aller à l'image suivante. Et qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est qui est le marché cible des voitures électriques au début du 20e siècle? Les madames. Les madames. Et les madames très riches. Pourquoi? Parce qu'une voiture électrique, c'est facile à partir, ça ne demande pas trop d'entretien. Puis, pour la conduite urbaine, les madames qui veulent aller... peux-tu aller à l'image suivante? Ma petite blague ici. Là. Bon, ça, c'est une carte de Montréal en 1900. Vous voyez où la population vit à l'époque. C'est en gros au sud de la rue Sherbrooke, là, vers l'est et l'ouest, puis un peu le long de la rue Saint-Laurent. En gros, donc, vous voyez... je parlais d'étalement. Bon, je sais que vous avez parlé d'étalement urbain, là, ça va être diffusé un peu plus tard, mais vous avez regardé à des cartes récemment, là, regardez toute la campagne sur l'île de Montréal. Donc, en 1900, le monde est vraiment concentré. Même Saint-Lambert a l'air d'un trou pas civilisé là-dessus. C'est ça. Fait que, en gros, sur la ville, tu as 325 000 personnes. Aïe, aïe, ce ne sera pas moi aujourd'hui qui va en donner le pire coup à Vincent. Je veux dire qu'il faut quand même maintenir certaines traditions, n'est-ce pas? mais qu'est-ce qui explique Saint-Lambert? C'est ça, c'est les gens qui ont un moyen de traverser de l'autre côté. Là. Mais quand même. Donc, ce que vous voyez, en gros, c'est ça, exactement. Non, c'est bien que tu reviennes aux dames parce que dans le contexte montréalais, je n'ai pas de preuves, là, mais qui ça serait, dans le fond, qui aurait des voitures électriques à l'époque? Ben, c'est les femmes des gens riches qui vivent dans le Golden Square Mile ou à Westmount qui vont faire leur commission chez Eaton au centre-ville. En gros, si tu veux retourner à Montréal, Montréal, à l'époque, est beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Fait que même si ta voiture électrique ne va pas trop loin, dans un contexte où les villes sont peut-être 10 %, Montréal à l'époque, c'est, mettons, je parle du Grand Montréal, mettons 10 % de la population de ce que c'est aujourd'hui, dans un contexte où tout est prêt encore finalement, là, avoir une voiture électrique pour des dames riches où tu fais juste pousser un bouton puis tu as moins de chances que le truc te saute d'en face. Tu as quand même un marché pour ça. Donc, c'est leur marché cible. C'est les Karen riches de l'époque, en le fond. Voilà. Donc, pourquoi acheter une voiture électrique? Évidemment, bon, tu vois, en gros, no expert chauffeur needed. C'est ce qui était le problème des voitures à vapeur. Là, donc, il fallait vraiment que tu saches ce que tu faisais. Et l'argument traditionnel, à droite, une annonce de 1917, le prix de l'essence augmente. Et puis, c'est souvent la justification pour les voitures électriques. Le prix de l'essence augmente ou on va manquer de pétrole. OK. On est en quelle année? 1917. 1917. Fait que, tu vois, les gens disent toujours on va manquer de pétrole, on peut pas... Puis, ce qui va arriver aussi quelques décennies plus tard, l'énergie nucléaire arrive, et puis tu avais une expression à l'époque, too cheap to meter. L'électricité va être tellement peu chère avec l'énergie nucléaire qu'on devrait reconsidérer la voiture électrique. Tu as toujours des considérations comme ça qui vont justifier des programmes de subvention. En tout cas, l'idée, c'est ça. La voiture électrique, c'est silencieux, c'est pas trop difficile à opérer. Puis, on va finir par manquer de pétrole, fait qu'on est aussi bien investir là-dedans maintenant. Donc, c'est les arguments qui ne changent jamais. Là. Voilà. Donc, mais ce n'est pas seulement des voitures électriques que tu as au début du 20e siècle, tu as aussi des gens qui poussent le tout électrique. Donc, ici, c'est... les électrobus. Lyon électrique, inventé en 1914. Oui, à Lyon, exactement. Y avait-tu un Fitzgibbon à l'époque? Ben, c'est une firme française de Dion-Bouton. Je sais pas. Il y en a à toutes les époques. Il y en a à toutes les époques. Mais de Dion-Bouton, je ne sais pas s'ils sont basés à Lyon. Là. C'est une firme française qui fait de l'électrique depuis la fin du 19e siècle. Donc, honnêtement, j'ai pas Lyon, c'est même pas une joke. Là. Non, Lyon, c'est la ville de Lyon. C'est la ville de Lyon. C'est la ville de Lyon qui investit dans les autobus électriques. Oh my God. C'est l'image suivante, s'il te plaît. Une ambulance électrique en 1909. L'image suivante. Hey, on a l'impression de revivre l'actualité des 2 dernières années avec ta présentation, mais on est dans les affaires de 1915-1920. C'est malade, là. Ah, c'est ça. C'est le Phoenix, ça renaît de ses cendres constamment. OK, donc une balayeuse de rue électrique en 1907 à Berlin. Ça fait longtemps qu'on balaye plus les rues. Là. S'il faut que tu passes ça pour tasser les itinérants. Là.
Ah, quel manque de générosité. Tu vois, d'ailleurs, je me suis dit la dernière fois, je me suis souvenu tout à coup pourquoi j'avais mis la photo de l'expédition en Antarctique avec les gants de Rennes. Parce que je disais que la peau de Rennes, j'avais pas réussi à trouver une joke, je pensais que t'en trouverais une. Je veux dire, le Rennes, c'est ce qu'ils isole le mieux. Le Rennes, c'est quasiment un caribou. Fait que Frank, fais-moi une joke avec ça. Là, mais ça m'avait échappé. Ça va peut-être me venir, ouais. OK. Les camions électriques, 1923, c'est l'image suivante. Hey, mais ça devait pas être quelque chose qui se déplaçait sur des longues distances. Là, Exactement. Mais tu vois, laisse-moi aller à l'image suivante, tu vas voir. Bon, c'est ça, c'est un camion pour la livraison de lait, un autre 1906, 1913. Il dit l'image suivante, mais il y en a 3 autres avant. GMC Trucks. Hey, oui. C'est des bons vieux trucks. C'est des bons vieux trucks, c'est ça. Puis ça a duré jusqu'à dans les années 60 dans certains cas. Je sais pas. Camion de livraison de Budweiser. Ben oui, plutôt que les grands Clydesdale, là, les gros chevaux là, qui sont là. On n'est pas encore arrivé là, au moment où les pétrolières achètent les brevets pour non. se développer. Exactement. C'est juste pour savoir. OK. 1922, the Electric Vehicle Handbook, with a special section on the comparative cost of operating electric, gas and horse-drawn trucks. Donc, il reste encore quelques chevaux, il faut croire, au début des années 1920. Et on va voir pourquoi tout ça est disparu. Mais tu vois, les gens à l'époque font encore des comparaisons parce que les technologies, ça s'améliore toujours. Puis le camion à essence à l'époque, c'est pas le camion à essence d'aujourd'hui. Donc, tu as encore certains problèmes. Mais tu vois, c'est ça. Donc, General Motors commence à arriver. Mais les vrais coupables, si tu veux chercher les vrais coupables, qu'est-ce qu'il y a mis dans le fond? J'avais hâte aux coupables. Là. Ouais. Ben voilà, c'est ça. Qui vraiment a créé le moteur à essence? C'est-tu les Américains? Non, c'est les Allemands. Oh! Ben là, OK, ben c'est pour ça que c'est démonisé. Là. Ben voilà, exactement. Ben oui, mais je vois pas de diesel dans ta liste, Pierre. Veux-tu attendre, là? Si. Le moteur à essence et le moteur au diesel, c'est pas la même chose. Diesel, il a inventé un moteur au diesel. Je suis encore dans le moteur à essence, là. C'est pas la même chose. Donc, qui vous voyez à droite, justement, ici, des noms que vous connaissez peut-être, les deux premiers, en tout cas, Carl Benz, Gottlieb Daimler, Maybach qui est moins connu, il y a aussi Nicholas Otto qui est avant eux, qui est important. Mais vu que je voulais montrer qu'il y a quand même des gens de la gente féminine qui ont contribué au pétromasculinisme, je voulais vous présenter en bas à gauche Bertha Ringer, mieux connue sous le nom de Bertha Benz, qui est la femme de Carl Benz, qui joue un rôle extrêmement important dans le passé parce que sa famille est plus riche que Benz. Puis avant qu'il se marie, il faut croire qu'il faisait confiance, sa famille a investi beaucoup dans ce qui va plus tard devenir Daimler-Benz. Mais son mari, c'est le genre d'inventeur typique qui n'aime pas trop sortir de son garage. Fait qu'elle, ce qu'elle a fait, le premier véhicule à essence à peu près fonctionnel est créé par Benz en 1885. Mais il n'est pas bon. C'est un inventeur, c'est pas un gars de marketing. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, sans lui dire, sans dire à ses investisseurs, elle prend le truc, elle amène 2 de ses enfants, puis elle commence à se promener dans la vallée de la Ruhr, qui est la région industrielle traditionnelle en Allemagne, de l'autre côté de l'Alsace, pas trop loin de la France. Elle avait-tu un permis? C'est ça. Pas de permis, puis elle a aussi apparemment créé beaucoup de technologies pour ce qui est des freins puis d'autres choses. Donc, enfin, s'il y a des féministes qui se cherchent des héros, ils peuvent même en trouver une qui a fait dans le pétromasculinisme. Là, on peut-tu autogénérer un texte, le pétroféminisme? Bertha Benz comme pionnière. Ouais. Non, ils ont même nommé une autoroute en son honneur en Allemagne. Non, je dis ça. Right. Les femmes qui aiment les chars, s'il y en a qui nous écoutent, Bertha Benz, si vous ne connaissez pas son histoire, il y a même un petit film là, qui décrit comment elle combattait les préjugés de l'époque et à quel point elle était créatrice et tout ça. Voilà. Mais à date, ce qui me fascine dans ton affaire, c'est que tu nous présentes des trucs qui sont développés à Lyon, tu nous présentes des trucs qui sont développés aux États-Unis, qui sont développés en Allemagne, qui sont à peu près tous dans la même époque. Les villes avaient tous à peu près le même problème. Ouais. Les ingénieurs mettaient du temps à peu près tous sur les mêmes solutions. Puis de les voir converger de plus en plus vers le moteur à essence, potentiellement peut-être diesel pour les plus gros trucs. Mais tu vois la progression et la convergence qui s'effectue à une époque où est-ce que tu n'as pas Internet. Là. Non. Mais ça, Yann, c'est un truc que les gens de gauche ont vraiment de la difficulté à comprendre. Ils s'imaginent, c'est quand ils disent qu'ils veulent subventionner l'État, que l'État devrait subventionner la science, ils présument que toutes les innovations se seraient produites sans la science. Mais quand tu regardes l'histoire des grandes découvertes scientifiques, tu as beaucoup de découvertes simultanées par des gens qui se font compétition. La fusée Goddard pour l'espace, les roquettes, c'était
largement hors état que ça s'est développé. L'exploration spatiale, les premiers observatoires, les grands télescopes, les outils de navigation maritime. Les gens n'ont pas besoin de l'État pour innover. Puis, regarde, tu en as un autre exemple ici. Tout le monde est en train d'essayer de régler un problème concret que les gens avaient. Et à un moment donné, il y a une solution qui doit dominer. Ben, tu finis par converger par... Sauf que là, on est encore à l'époque où c'est ça. Tu as la vapeur, tu as l'électrique, puis tu as l'essence. Puis en 1900 encore, là, c'est pas clair laquelle des trois va être la meilleure. Donc, continue dans ton document de 113 mégabytes. Bon, voilà. Donc, ça, c'est des noms que vous connaissez peut-être davantage. Là. Henry Leyland, Henry Ford, Ransom Olds, et puis William Durand. Je me demandais d'où ça venait, Oldsmobile, je comprends. Là. Ah oui. Non, mais c'est ça. On pense aujourd'hui à l'industrie de l'automobile aux États-Unis, on pense à Détroit. C'est évident que tu avais des génies à l'époque, là, et je pense que pour avoir quand même assez lu là-dessus, ces gens-là, c'est la Silicon Valley de l'époque. Détroit, pendant longtemps, a eu le plus haut niveau de vie en Amérique du Nord parce que l'industrie automobile est celle qui paye le mieux. Mais Détroit, c'est aussi la première ville. Ford, à l'origine, veut que son moteur fonctionne à l'éthanol pour aider les fermiers. Mais il se rend compte, on se rend compte dès qu'on essaie d'utiliser de l'éthanol, c'est pas fiable, tu peux pas le laisser longtemps dans ton moteur, c'est très corrosif et tout. Donc, lui et les autres à Détroit vont adopter le moteur à essence avant les producteurs de Boston, de Chicago puis d'autres régions aux États-Unis. Donc, quand je vous disais qu'au début, tu avais des centaines de producteurs automobiles aux États-Unis, parce qu'à l'origine, bon, mettre un moteur, c'est un bicycle ou un carrosse, c'est pas trop compliqué. Ce qui fait la force de Détroit, c'est que l'industrie automobile dans cette ville-là, contrairement aux autres, va investir beaucoup dans le moteur à essence plutôt que dans les autres alternatives. Oui, puis ça, tu fais référence à quelque chose qu'on a déjà dit dans des podcasts passés de notre côté. Moi, j'ai toujours été fasciné, au niveau financier, évidemment, par les merger acquisitions puis les disparitions d'entreprises. Quand tu prends la liste des constructeurs automobiles dans les années 50, là, on ne parle même pas des début des années 1800, là, comme tu fais présentement, ou 1900 plutôt. Mais quand tu vas dans les années 50 puis tu fais la liste de tous les constructeurs automobiles qu'il y a, un est gigantesque, deux, tu retrouves plein de noms connus finalement qui se sont mergés, ainsi de suite. Si tu regardes l'état des choses aujourd'hui, bien là, le consortium de fabrication d'automobiles est principalement regroupé en peut-être une quinzaine de joueurs environ pour qu'ils se divisent peut-être 90-95% du marché mondial. Je dis ça à peu près, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Moi, ce bout-là me fascine énormément. Tu sais, des fois, quand on essaie d'analyser l'histoire ou d'analyser le passé ou d'analyser la création d'une business, on oublie qu'il y a eu une tonne de perdants dans l'histoire. Il n'y a pas juste eu des gagnants. On connaît les gagnants aujourd'hui. Il y a eu une tonne de perdants. Puis il y a beaucoup de gagnants qui ont acheté des moins bons gagnants au fil du temps aussi. Oui. Bon, on le voit actuellement dans l'électrique. Pour un Tesla, combien il y a de compagnies il était supposé révolutionner. Finalement, il n'y a même jamais un modèle qui est sorti, puis ça a fait faillite. Là. Tous ces pseudo-compétiteurs qui sont apparus, là, il n'y en a aucun Toutes les affaires que Fit, c'est subvention. C'est ça. C'est malade. Ça, on peut continuer. Raison de plus pour ne pas subventionner rien. Tant qu'à moi. Exactement. Donc, Détroit. Les hosties de radicaux. Donc, ce que je vous disais, dans le fond, c'est qu'au début du 20e siècle, les autos, en général, c'est comme une Tesla aujourd'hui. C'est un bien de luxe. Ou quoi, enfin, Tesla est moins cher depuis quelques années, là, mais disons que les premières Tesla ou les voitures de luxe. Ce qui explique vraiment la démocratisation de l'automobile, c'est évidemment la Model T de Ford qui est, mise en marché. Évidemment, Ford fait faillite une couple de fois avant de réussir, donc ça n'a pas été évident. Là. Mais il y a combien de gens qui pensent que la Model T, c'est le premier véhicule automobile, pour vrai? La majorité, je dirais. Dans la tête, prends un kidam dans la rue, demande-y, mets des noms de véhicules, là, puis dis lequel est le premier modèle créé par l'humain, puis ils vont te dire que c'est le Model T. Oui, ben, c'est le premier véhicule pour les classes moyennes. Puis évidemment, Ford fait certains compromis à l'époque. Vous connaissez peut-être la phrase « You can have any color you want as long as it's black ». Fait que, c'est bon. Garde ça simple. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer le succès de General Motors par la suite. General Motors va être beaucoup plus flexible, puis ils vont faire une alliance avec DuPont au Delaware pour justement avoir différentes couleurs puis d'autres choses. Donc, Ford a beaucoup de succès au début, mais comme certaines compagnies s'assoient sur ses lauriers, devient trop inflexible. Fait que ça ouvre la porte à General Motors par la suite, en tout cas.
Ouais, puis ça donne l'exemple classique en économie du Fisher Body Problem. Ouais, ben ça, t'en parleras, là, c'est plus l'histoire d'économiste. C'est un vieux classique, ça. Ouais, ben écoute, peux-tu leur en parler plus tard, parce que moi, je suis encore 60. Encore 50 images à passer. Parce que la vraie non, invention ok, vas-y, Vincent. C'est correct, 2 minutes, c'est correct, c'est correct. Je suis vraiment juste, j'aime vraiment la présentation, fait qu'il faut que je sois de mauvaise foi. Non, ouais, time to shine. Non. Vas-y, continue, Pierre. Bon, on continue, d'accord. Les auditeurs veulent ça. Ça, je sais pas, non, en tout cas. OK, bon, la chaîne de montage, ce que je voulais dire, c'était justement ici, j'allais ça, c'est la vraie invention d'Henry Ford, dans le fond. Oui et non. Dans la oui et non. mesure où on lui donne le crédit, mais le gars qui développe ça vraiment, je m'excuse, ça c'est mon côté geek, là. Charles Sorensen, qui est un immigrant danois, qui est un peu le génie mécanique. Là. Une fois que Ford devient la figure de proue, c'est Sorensen qui développe la plupart des. OK, mais ils sont dans la même compagnie, par contre. Oui, non, c'est le genre de génie interne à Ford Motor. Là. C'est le gars qui est décrit comme la colle de la compagnie Ford. Mais enfin, ce que je voulais mentionner ici, c'est ça. Pourquoi tu as autant d'inventions simultanées dans le passé? C'est que, évidemment, les gens ont les mêmes problèmes. Puis la façon dont l'esprit humain crée des solutions, c'est de recombiner des choses qui existent déjà. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs idées qui sont derrière la chaîne de montage, mais la principale, c'est que tu as, je ne sais pas si Sorensen était dans le groupe, mais tu as une couple d'ingénieurs de Ford à un moment donné. Bon, le problème de Ford, c'est que son Model T est trop populaire. Il ne réussit pas à répondre à de la demande. Fait qu'évidemment, son brain trust en compagnie se casse la tête. Comment on fait pour augmenter la production? Puis à un moment donné, il y a une couple de ces ingénieurs qui visitent des usines d'abattage à Chicago. Puis qu'est-ce que tu fais dans une usine d'abattage? Bien, évidemment, tu amènes ton animal, tu l'abats, tu le mets sur un crochet, puis tu le désassembles. Enfin, je veux utiliser l'expression. Ce qu'ils avaient dans les usines d'abattage, c'est des disassembly lines. Donc, tu prends ton animal, tu le coupes en morceaux, puis tu sais, ça passe. Chaque employé coupe un différent morceau. Tu n'amènes pas un vegan là-bas. Là. Non, c'est ça. Fait que les ingénieurs de Ford regardent ça, puis ils se disent, on pourrait peut-être renverser le processus. Fait que la chaîne de montage, d'une certaine façon, ça vient de la chaîne de désassemblage de l'industrie de l'abattage à l'époque. Puis ils sont inspirés d'un paquet d'autres compagnies, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est que Ford est associé à l'innovation de Ford, mais bon, Sorensen a écrit un livre plus tard, je pense, à la fin de sa carrière, où il disait, bon, Ford a eu tout le crédit, mais entre vous puis moi, c'est la vraie histoire ici. Donc, c'est comme ça que ça a été inventé. Fait qu'en tout cas, la morale de cette histoire, c'est que là, vraiment, avec la Ford Model T, la voiture n'est plus seulement un bien de luxe. Donc, Model T, moteur à essence et les ventes augmentent en flèche. Ce qui fait que même si la voiture électrique ne disparaît pas immédiatement, le pourcentage diminue rapidement parce qu'on n'en produit pas tellement plus, tandis que le nombre de Model T grimpe en flèche. Donc, c'est pour ça qu'à partir de, la Ford Model T apparaît en 1908. Je vous dis qu'environ 1910-1912, la voiture électrique n'est plus compétitive. Il y a peut-être encore des dames riches à Westmount ou ailleurs qui préfèrent l'électrique, là, mais parce que tu as encore un problème avec le moteur à essence qui est un problème. Mais là, on a des années, 1922, là, 1923 environ. Ouais. On produit tout près de 2 millions de véhicules par année. La Ford Model T, oui. Tu as des variantes à l'époque qui sont toutes noires, là, mais tu as la Ford Touring, là, fait qu'ils vont peut-être ajouter quelques trucs. Non, mais c'est gros, là, 2 millions de véhicules. Oh. C'est pas, la population des États-Unis n'est pas de 330 millions dans ce temps-là. Là. Non, et puis c'est à cette époque-là, justement, que tu as des pressions pour qu'on commence à asphalter les routes en dehors des villes. Fait qu'en tout cas, il y a tout. Écoute, si tu payes sur le piton, vous allez me partir. Bon, Vincent, tu vois, diesel. Je voulais inclure diesel, mais diesel, encore une fois, moteur diesel, moteur essence, c'est pas exactement la même chose. Je comprends que pour la plupart des gens, ça peut... Mais bon, diesel, c'en est un autre qui a failli faire faillite une couple de fois. Donc, c'est son troisième prototype en 1897 qui l'encourage finalement à prendre un brevet. Mais à l'origine, ce qui était intéressant avec diesel, c'est qu'il pensait que son moteur allait mieux fonctionner avec l'huile d'arachide. Je mentionne ça, là, mais... Avec des pinottes! Avec des pinottes, l'huile de pinottes. Fait que si tu veux aller... l'avantage... OK, puis on peut aller... OK, non, reviens. OK, en haut, premier moteur, premier camion diesel au monde, 1923. Qu'est-ce qui explique la disparition soudaine et subite des camions électriques des autres? Bien, le diesel arrive, et puis l'avantage que tu as avec le diesel, évidemment, c'est que tu peux brûler toutes sortes d'huiles qui ne sont pas de très bonne qualité là-dedans. Tu as plus de pouvoir, tu as plus d'autonomie, le moteur dure plus longtemps. En tout cas, toutes les raisons que les gens connaissent peut-être. Pourquoi beaucoup plus de force aussi, le moteur diesel beaucoup plus puissant. Là. Exactement.
Fait que les gens à l'époque sont pas niaiseux. Ouais, un diesel, OK, ça fait peut-être du bruit, tu as peut-être de la fumée noire qui sort, mais bon, parce qu'en bout de ligne, le diesel, c'est ce qu'on appelle le mazout en réalité. Là. Ouais, ben, c'est ça. Là. Puis c'est très, très peu raffiné par rapport à de l'essence. Exactement. Oui, mais ça a plus de densité d'énergie. Puis à cause ça a plus de densité d'énergie, ça consomme moins. Tu fais plus de 1000 au gallon qu'avec l'essence normale. La grosse différence, c'est que tu émets du... je ne sais pas c'est quoi en français, NOx, là, sulfure dioxyde d'azote. Puis tu crées... Ça, c'est la partie qui faisait le smog, en gros, pendant longtemps. Puis c'était ça la partie mauvaise des diesel engines. Mais sans savoir, puis ça vaut la peine de le souligner, les écolos qui nous disaient tout le temps, ben là, il faut qu'on fasse telle réglementation. Une des affaires qu'ils ont faites avec toute leur réglementation contre les engins à diesel, c'est que oui, on a réduit la pollution de dioxyde d'azote. Mais. NOx, c'est pas dioxyde d'azote, c'est oxyde d'azote. Oxyde d'azote, excuse-moi, j'oublie tout le temps les termes. En réduisant cela, tu as augmenté la pollution de gaz à effet de serre. Fait que leur propre réglementation a créé le problème qui, en partie, ils voulaient. Maintenant, ils veulent gérer. Fait que, il faut quand même souligner que, encore une fois, les problèmes environnementaux créés par l'État sont plus importants qu'on réalise. Puis, il y a une autre chose aussi, justement, c'est que le diesel, c'est très important aussi sur les bateaux containers. Puis là, c'est une nouvelle cible des écolos. Qu'est-ce qui brûle dans les bateaux containers? C'est ce qu'ils appellent, je ne sais pas c'est quoi l'expression française, du bunker fuel. Donc, c'est vraiment le résidu là, dans les usines de raffinage. Il y a encore beaucoup de soufre là-dedans, mais dans le fond, si tu veux brûler du soufre, où est-ce que tu es mieux de le brûler? Ben, c'est sur l'océan. L'océan, c'est gros, ça peut être. Non! Non, ben, c'est ça, exactement. Mais les poissons! Les poissons, écoute, c'est un gros océan, puis si tu ajoutes un peu de soufre, ils s'en sortent pas trop mal, je crois. Bon, ça y est, là, vous allez vous faire des... Ah, t'es sans cœur! Tu vas tuer la planète, Pierre! Je sais. Je me dis, si t'es pas brûlé du soufre, t'es aussi bien de le faire. En disant des choses de même, tu seras plus autorisé de débattre avec Laure Baridel. Je le sais. Ben écoute, tu vas voir les évaluations que j'ai des fois quand je dis des choses de même. Ah, Ils vont t'envoyer au camp de rééducation de Radio-Canada. Fait que là, on a un 4e joueur là, dans le portrait. Oui, diesel. Mais c'est tout ce que je vais dire sur le diesel ici. Mais c'est pour comprendre justement pourquoi on n'a plus de camions électriques, pourquoi tout ça disparaît dans les années 20. C'est ça. D'abord, et là, on voit des noms connus qui sont Dodge Ram de ce côté-là. Ben oui, ça, pétro-masculin. Ben, pétro-dieselisme. Oui, c'est ça. Good. Bon, mais entre-temps, la voiture électrique ne veut pas mourir parce que tu as toujours des politiciens qui veulent la ressusciter à coup de subvention puis de mandat. Alors, allons-y rapidement pour les prochaines décennies. Bon, Nissan, ici, c'est juste pour dire qu'ils sont fiers aujourd'hui de dire que ça fait 70 ans qu'ils font des voitures électriques. Je vais vous épargner les détails, là, mais tu veux voir ça plus mal suivante. Bon, les retours. Hey ça a toujours été lettre, hein? C'est bol. Ben, on dirait un genre de Cybertruck qui était dans le micro-ondes. Exactement. Non, mais tu vois, c'est ça le problème. Cybertruck. C'est ça le problème historiquement des voitures électriques. Soit tu vas dans la voiture de luxe où tu charges un prix de fou puis tu as toutes sortes d'autres choses parce que le problème que tu as avec la voiture électrique, c'est que la batterie est tellement lourde que ça affecte ton autonomie. Fait qu'historiquement, les fabricants de voitures électriques ont toujours essayé d'utiliser des matériaux plus légers puis d'employer toutes sortes de gimmicks pour que l'autonomie soit un peu plus grande. Mais ce que je vois, puis ça vient de moi, là, ça ne vient pas d'experts, l'auto électrique n'est jamais capable d'occuper le marché de la classe moyenne. C'est toujours une espèce de voiture de golf un peu plus sophistiquée. Ou sinon, c'est vraiment le haut de gamme. Tu n'as jamais rien eu entre les deux. Puis je pense que c'est ce que l'histoire nous démontre des années 60 puis 70. Fait que ça, ici, c'est ça. Vous avez la NE Kilowatt en 1959 de New Electric Powered Automobile. C'est une batterie à acide plomb là, à l'époque. Si tu veux aller à l'image suivante. Mais ces petits fabricants-là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une carrosserie de Renault, des pièces de Renault, puis ils sacent 2 grosses batteries avec un moteur électrique. Fait que j'ai pas réussi à voir combien ils en ont vendu, mais je suis pas sûr que ça a été tellement plus qu'un prototype. Ça va être pesant, ces affaires-là, pareil. Là. Ben, c'est toujours ça le problème avec la batterie. Hein, en tout cas. Bon, on en vient des grands complots, là, qui est c'est pas le seul, mais le plus important, c'est Ralph Nader. Je pense qu'il est toujours vivant, là, mais ça fait genre quoi, quasiment? J'allais dire quasiment 3 générations. Là, ça fait 65, c'est quoi? Il n'y a plus personne qui 95. Il n'y a plus personne qui sait. Il n'y a plus personne qui sait c'est qui Ralph Nader. OK. En tout cas, lui,
Lui, il fait sa carrière en allant contre les grandes pétrolières et puis une grande partie de la rhétorique contre les grands complots, puis tout ça, ça vient de lui. Donc, qu'est-ce qu'il dit au Sénat américain en 1965? Il dit, il y a un complot des grandes pétrolières, les voitures électriques sont viables. Si on laissait General Electric produire, il y aurait un véhicule compétitif. Une charge électrique vous donnerait 320 km. Et puis, ça pourrait aller en termes de vitesse jusqu'à 128 km à l'heure. Mais pourquoi on n'en a pas? Parce que GE est en complot avec les grandes pétrolières et c'est pour ça qu'on n'a pas de voiture électrique. En tout cas, lui a fait une partie de sa carrière comme ça, taper ces grandes pétrolières et ces grandes compagnies automobiles. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que font GM puis d'autres? Juste dire avant, là, le Haney Kilowatt, je suis allé voir, c'est un gros succès commercial quand même. Ils en ont vendu 47. OK, bon, tu vois. Merci d'avoir. Ça a bien été. OK. Fait que c'est ça, si tu veux revenir. Fait qu'est-ce qui arrive après les trucs au Sénat? C'est toujours la même chose. Tu vois, les gens accusent les grandes compagnies automobiles de vouloir tuer la technologie ou on pourrait avoir toutes sortes de merveilles si c'était pas de ça. Le problème que tu as, fait qu'évidemment, à chaque fois, les compagnies pétrolières essayent de temporiser puis vont produire quelques prototypes, puis ça dure jamais longtemps. Mais tu vois juste, tu regardes ce design-là, la Chevrolet Electrovert 2, c'est en fait une Corvair convertie 1966. Tu le vois tout de suite, le problème, c'est quoi? C'est la batterie prend toute la place. Oui, c'est lourd. Il n'y a pas de coffre de chargement. Non. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'ils font? OK, on va en produire des prototypes, c'est ça. Sort le moteur, mais une batterie, mais un moteur électrique. Là. Le char, il avance, mais tu ne peux pas mettre ta sacoche dedans. Exactement. Bon, une Delta expérimentale. Celle-là, elle va un peu plus loin parce qu'ils mettent une batterie un peu plus sophistiquée, là, qui est Mais juste sa photo, tu vois que le poids de la voiture est tout en arrière. Ben, c'est chaud. Fait que, voilà. En gros, ce qu'ils nous disent, ça peut faire 88 km à l'heure, puis ça peut rouler peut-être 64 km à l'heure avant que tu aies besoin d'une recharge. Là. Mais c'est une voiture expérimentale. Là. Delta, ça c'est Ford, qui fait aussi son prototype électrique. Donc, une batterie nickel-cadmium qui est plus dispendieuse. Donc, mais en gros, 60 km. Oh, OK, je vois autonomie, faute de frappe. Et une vitesse de 40 km à l'heure. Donc, c'est ça. C'est ça la voiture électrique là, dans les années 60. Bon, au début des années 70, qu'est-ce que tu as? Tu as une coupe de choc pétrolier, d'abord en 73, puis ensuite en 79. Donc, évidemment, les gens à l'époque, tu as le Club de Rome et puis d'autres. C'est juste le début, on va manquer de pétrole. Fait qu'évidemment, ça encourage un regain d'intérêt pour les voitures électriques. Donc, tu as le gars en bas, celui qui était, je pense que c'est celui avec le chapeau, là, qui s'appelle Cotton Watley, qui, encore une fois, prend une espèce de voiture conventionnelle, remplace ça avec une batterie, puis... Des gremlins. Ça s'appelait vraiment un gremlin, c'était avant le film. Qu'est-ce que tu vois, le gars à droite, c'est un fonctionnaire de la ville de Seattle qui est en charge des systèmes électriques. Là. Je veux dire, les lumières, ces rues, puis tout ça. Fait que, bon, selon l'inventeur, et j'ai jamais réussi à ça. Ça, par contre, je pense que je l'avais cherché, mais j'ai pas réussi à trouver de chiffre de vente, mais Frank est meilleur que moi là-dessus, là. On ne sait pas trop combien de gremlins ils ont vendu entre 73 et 78, mais bon, encore une fois, l'argument de vente, vitesse maximale 80 km à l'heure, portée, tu vois, j'aurais dû réviser le logiciel de traduction ici, l'autonomie, 80 km, voilà. Sundancer, ça, je ne l'ai même pas cherché, là, en tout cas, voilà, c'est comme, c'est bien de faire un basic tant qu'à moi. OK, ça, c'est une de mes favorites. La Sebring Vanguard Silicon. Pourquoi c'est une de mes favorites? Parce qu'ils ont mis la batterie dans le bumper. Ils mettent la batterie dans le pare-choc. Bon, je ne suis pas ingénieur. Je suis marié à un ingénieur électrique. Je n'y ai pas demandé. J'aurais peut-être dit qu'est-ce qui arrive si tu as une collision et ta batterie dans le bumper? Expliquez-moi. En tout cas, ouais, à l'époque, ça n'a pas l'air d'une bonne idée. Là. Non, ça n'a pas l'air d'une bonne idée. Puis ça a été acheté par... Service des postes. Service des postes aux États-Unis. Je sais combien de lettres tu peux mettre là-dedans? Eux autres sont bons pour acheter des chars, des cochonneries pareilles pour leurs employés. Là. Ouais. Quand tu regardes les véhicules, même actuels du US Postal Service, c'est dégueulasse. Hein? Ouais, ils voulaient à un moment donné. Je pense que même FedEx se sentait coupable à un moment donné. Ils voulaient acheter des hybrides au début des années 2000, puis ils ont laissé tomber après 2 ou 3. Même je pense que Post Canada n'est pas super mieux. J'ai déjà vu des affaires drôles se promener dans les rues au Québec. Il n'y avait pas un scandale à Ottawa il y a quelques années, justement, avec les bornes, et puis, en tout cas, ça me reviendra peut-être. Là. OK, bon. GM, encore une fois, n'oubliez pas, vous n'étiez pas là dans les années 70, j'étais petit, mais je m'en souviens vaguement, là, c'est ça. Donc, on va manquer de pétrole. L'électrovette. L'électrovette,
ce qui est une Chevette, en fait. Là. La Chevette, c'est la Honda Civic de l'époque, si vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Là. Mais c'est ça, encore une fois, tu sors le moteur, tu mets une batterie, puis l'argument de vente, voiture auxiliaire familiale pour les courses de quartier ou les transports sur de courts trajets. Donc, c'est comme ça. Mais je ne sais pas si, honnêtement, je pense que c'est resté au niveau du concept, ils n'ont même pas essayé d'en vendre. Donc, une traduction aussi, quelqu'un qui résume les aventures des années 70. C'est pas d'hier qu'on essayait de vendre des chars avec des pitounes. Non, ça. C'était plus à l'époque. Puis, quoi que j'ai pas. OK, j'allais faire des blagues de mauvais goût, là, mais je ne veux pas vous faire. Il faut vous démonétiser. Donc, le consensus à l'époque, une percée technologique en matière de batterie est nécessaire pour améliorer le coût élevé, le temps de cycle de rechargeage, la capacité, la durabilité, l'autonomie et la tolérance au temps chaud et froid. Ce sont peut-être des problèmes dont vous avez entendu parler depuis quelques années. Bon, les années 80. J'ai juste un modèle ici parce que c'est pour la petite histoire. Si tu vas aller à l'image suivante. La Marathon C300 Electric Car. D'habitude, quand je le mentionne, je dis ça a été fabriqué à Montréal. En tout cas, la compagnie d'origine est à Montréal. Mais vu que c'est vous, là, c'est votre auditoire, je vais dire en fait, c'était Saint-Léonard, là, pour être plus précis. Donc, c'était un immigrant hongrois, j'oublie le nom, je ne sais pas pourquoi il est à Saint-Léonard, mais bon, c'en est un autre. Club de Rome, on va manquer de pétrole. Fait qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend un châssis, je n'ai pas mis le fabricant, en tout cas. Mais tu vois, juste pour vous donner une idée. C'est une Renault, ça, cette affaire-là? C'est peut-être une Renault, mais je pense que c'est ou une Peugeot, je ne sais plus, j'ai-tu ça maintenant? Non, Ford Pinto en partie, mais en tout cas. La morale de cette histoire, c'est que l'auto est en fibre de verre, c'est une décapotable, puis encore une fois, toutes les gimmicks là, pour alléger le poids de la voiture. Donc, c'est la seule voiture électrique commerciale développée au Canada en 1915 et 1990. Encore une fois, tu as des problèmes de coût et de sécurité. 600 exemplaires vendus. Oui, c'est ça, j'ai aussi, ouais. Voilà, exactement. Fait que, tu vois, fibre de verre, décapotable, c'est toujours le même problème. La batterie est tellement pesante qu'il prend toutes les gimmicks possibles pour alléger le poids. Une collision frontale avec un auto en acier, en fibre de verre, tu devais sortir gagnant tout le temps. Il y avait, je ne sais plus c'est dans quel des films, Back to the Future, où justement, il n'y a pas un truc là-dessus. Là, tu as une auto de 1950 qui fonce vers une auto de 1980, puis le vieux prof dit « Ah, hey, toi de là, on va se faire démolir. » Parce que justement, c'est un bolide dans l'acier qui arrive. En tout cas, trop longtemps que j'ai vu ça. Donc, les années 90 à 2000, et ça, c'est avant Léon, avant les batteries lithium. Donc, ça, on peut continuer. Donc, la EV1, ça vous dit-tu quelque chose? Non. Bon, tu vois, quand j'ai commencé à enseigner, là, ils venaient juste les retirer du marché. C'était connu par mes étudiants à l'époque, juste pour vous faire sentir pas trop vieux. Là. Donc, qu'est-ce que tu as dans les années 90, évidemment? Qu'est-ce qu'on ferait sans politiciens puis sans militants environnementalistes? Fait qu'ils disent, les grandes pétrolières ne sont pas novatrices, s'assisent sur leur bacon, puis ils ne produisent rien. Donc, nous, les législateurs, on va les forcer à innover. Donc, encore une fois, peut-être un discours que vous connaissez. Fait qu'il passe. Salut, Fitz! Fait que tu as beaucoup de pression au début des années 90 pour avoir des voitures non polluantes en Californie, notamment à cause des problèmes de smog. Là. C'est la version courte de l'histoire. Et finalement, ils décident qu'en 1996, on va obliger les producteurs à vendre un petit pourcentage de voitures sans émissions. Mais dans les faits, il y a seulement les voitures électriques qui peuvent répondre à la demande. Donc, ça devient, dans le fond, un mandat pour forcer les producteurs à mettre quelques voitures électriques sur le marché. Les producteurs, évidemment, sont pas niaiseux. Ils savent très bien ce qui s'est passé dans les années 60. Ça, c'était-tu objectif avant 2005? Ah, je ne sais plus trop, là, en tout cas. L'idée, c'est qu'en 96, il fallait qu'il arrive des choses. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben, si tu veux aller à l'image suivante, fait que General Motors crée la EV1, évidemment, Electric Vehicle, où c'est une voiture, encore une fois, il s'arrange pour la faire la plus légère possible. Je pense que tu as juste 2 sièges, tu n'as à peu près pas d'espace de rangement à l'arrière, évidemment, la batterie est là. Et il y a quelques trucs intéressants avec ça. Si tu vas aller à l'image suivante. Mais je me trompe ou GM, excuse-moi de te couper, là, mais GM a l'air d'être un peu, ils veulent aller dans l'électrique eux autres depuis longtemps. Là, je regardais, toujours proche du pouvoir, ça se peut-tu? Ben, je pense que c'est une façon pour eux. Je sais pas, je peux pas croire que tu es ingénieur GM puis tu es niaiseux. C'est juste qu'ils essayent de contrer. Ils veulent montrer aux militants et aux policiers, regardez, on fait quelque chose, là, on travaille. Ben oui, c'est ça. Parce que ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils font ces voitures-là. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec les EV, mais c'est une façon, écoute, soit tu essaies de faire une campagne d'éducation populaire.
C'est ça. Puis ça dit GM affirme dès 1995 une voiture sur 10 en circulation en Amérique du Nord sera électrique. Voilà. Ah ouais. En 1995. Ah ouais. Alors, ils produisent la EV. Évidemment, la EV a un certain petit problème, notamment ce qu'ils appellent les incidents thermiques. Donc, la voiture prend feu, puis c'est avant les batteries. Donc, il y a eu un documentaire, puis je me souviens que j'ai été à une conférence de développement durable au début des années 2000. Qui a tué la voiture? Il la laissait rentrer dans ce temps-là? Oui, non, mais tu vois, c'est... le documentaire, c'est de dire, il y a eu des problèmes. Fait qu'ils interviewaient... je pense que Mel Gibson en avait une, mais dans le documentaire, celle dont je me souviens vaguement, c'était une popoune de Baywatch, mais c'était pas Pamela Anderson, fait que les autres, je les connais pas. Là, mais... En tout cas, elle avait acheté sa voiture, puis elle était tellement fière de montrer qu'elle faisait sa part pour sauver la planète. Mais finalement, GM les a retirés du marché. Puis à l'époque, le documentaire, c'est de dire que c'est des grandes pétrolières. Mais moi, tu vois, l'avantage que j'ai d'être vieux, c'est qu'au début des années 2000, j'allais sur... c'était peut-être l'équivalent de Reddit à l'époque où tu avais des conversations d'ingénieurs, puis tu en as un qui dit non, moi je vais vous dire la vraie histoire, là, j'ai travaillé dessus. Fait que quelques trucs que j'ai trouvés, puis c'est juste un truc que j'ai sorti de l'Internet à l'époque. Bon, il disait en théorie, bon, tu pouvais faire 130 000, mais 130 000 en termes d'autonomie. Bon, ça ferait quoi? Mettons 200 km, un peu moins. Là. Mais évidemment, tu allumes ton air climatisé, tu perds 50 de ton autonomie. Tu allumes tes phares, tu perds 10 de l'autonomie. En laboratoire, il disait dans les conditions idéales, ça prenait 2 heures pour la charger. Chez vous, ça t'en prenait 8. La batterie devait durer 3 ans en théorie, mais 6 mois en pratique. Les batteries ont tendance à chauffer, puis là, on n'est pas à lithium-ion, on est avec une autre technologie à l'époque. Puis évidemment, mais comme une autre batterie, une fois que ça part en feu, comment tu fais pour l'éteindre? C'est pas évident. Puis les factures d'électricité dans les maisons ont été beaucoup plus élevées que ce qui avait été prévu à l'époque. Et pour avoir tout ça, tu payais 80 000 par véhicule là, en 96. Bon, Yann, ça va peut-être te dire quelque chose. Mais tu vois, GM croyait tellement à leurs produits qu'ils n'ont même pas vendu, ils les louaient. Et la raison pour laquelle ils les louaient, c'est que d'un point de vue légal, ça te protège un peu plus là, que s'il arrive... s'il pogne en feu. S'il pogne en feu ou si tu es dans un accident puis ils ne peuvent pas te sortir. Parce que je présume que c'est le même problème que tu as avec les Tesla. Si tu rentres dans un mur ou un arbre, ils ne peuvent pas arriver avec leur grand sécateur pour te sortir parce qu'ils vont s'électrocuter. En tout cas, bon. OK. Fait que c'est ça, c'est la EV1, là, Kill the Electric Car. Mais c'est les grandes pétrolières, ça a l'air, ça. Oui, c'est ça. C'est toujours facile dans le documentaire d'aller du côté de la conspiration, pareil. Ouais. Mais les conspirationnistes, c'est juste des gens de droite. Oui. Des pétro-masculinistes, encore. Bon, les sangs, j'aurais pas dû en mettre ça. Fait que si tu veux passer à la suite. Oui. Bon, 2002, RAV4 aussi, on va essayer. Mais tu vois, RAV4, pardon, c'est ça qu'on dit au Québec, tu vois. Tu vois, je suis rendu à l'âge, je ne sais même plus combien d'autos j'ai eu dans ma vie. J'en ai eu 7 ou 8, là, mais j'ai eu des Toyota toute ma vie, sauf une petite Hyundai à un moment donné. Mais ce que j'aimais de Toyota, mais ce n'était pas pour ça que je les achetais, c'est que pendant longtemps, leur canvas ne voulait rien savoir de la voiture électrique. C'est celui qui a tenu, évidemment, ils ont dû céder à certaines pressions à un moment donné, mais leur grand boss disait toujours foutaise voiture électrique, pourquoi on perd notre temps avec ça? La pression woke, ça n'a pas été inventé en 2020. Non. Ah, ça, c'était laid, ça. Ouais, mon Dieu. C'est ça, prototype, là, voilà. Honda. Donc, tout le monde essaye à l'époque. Elle est moins laide que les autres qu'on vient de voir. Là. Ouais. Zen, Toronto. Bon, ça, c'est ici, je vous disais, à Montréal, on en a eu une. Toronto, ils ont essayé pendant quelques années Zen Motor, donc Zero Emission, No Noise. Ils ont essayé d'en produire de 2006 à 2010. 2 sièges. On est encore dans le plomb acide là, en termes de batterie. On n'est pas dans lithium-ion. Mais ils ont importé leur carrosserie de France. Microcar, ça a l'air que c'est une compagnie qui fait des bateaux à voile là-bas, qui a fabriqué ces petites carrosseries-là. Fait que je ne sais pas si c'est en fibre de verre ou pas. À un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. Là, je ne sais pas. Ça fitterait avec les bateaux à voile. Exactement. Mm-hmm. Fait que finalement... Juste dire, ça fait 1 heure. Est-ce qu'on passe derrière d'accord. On finit ça sur Patreon, parfait. Je pense que oui, parce que sinon... Parce que là, pour les gens qui ne sont pas encore sur Patreon, non seulement je vais continuer là-dessus, mais on va arriver à Tesla, Elon Musk, et si j'ai le temps, je voulais aussi défendre l'achat local. Fait que... OK, parfait. Bon programme. Voilà.